Bonsoir Émilie. Bonsoir. Bonsoir Émilie Saada. Vous êtes la fille de François-Michel Saada, l'une des 4 victimes de l'hypercacher. Je vous remercie d'être là, tout simplement d'avoir accepté de répondre à mes questions. D'habitude, les médias ont quelques heures de compassion pour les victimes, puis ne parlent que des auteurs. Je me souviens, moi, de l'affaire de Toulouse, où les médias français notamment ne s'intéressaient plus qu'à Mera, et donnent si peu la parole aux proches des victimes, qu'on oublie souvent, et qui subissent un terrible traumatisme. C'est votre cas. Est-ce que vous avez regardé, par exemple, aujourd'hui les images de l'hommage, de la cérémonie? Non, j'ai rien vu du tout depuis mercredi, le lancement des cérémonies, je n'ai rien vu. Ça ne va pas me ramener mon père, donc j'y tire pas de satisfaction. Donc vous préférez ne pas voir? Non, je n'ai rien vu. Comme vous ne voulez absolument pas voir, et là pour le coup on a respecté votre désir, on s'est rencontrés avant, je dois le dire, comme vous ne voulez pas voir les images, ce fameux 9 janvier 2015, jamais. Je les ai vus en fait en direct, je les ai suivis en direct il y a un an. Vous étiez devant votre poste de télévision? J'étais devant, donc j'ai tout vu et je ne veux pas retourner un an en arrière. Je veux aller de l'avant et je ne veux pas retourner en arrière. On sait que ces douleurs-là ne s'éteignent jamais, elles restent toujours très vives. Et la vôtre est mêlée de colère? J'ai eu beaucoup de colère. Ma colère s'est apaisée aujourd'hui. Parce que voilà, ça ne sert à rien d'être en colère. Donc j'essaye d'aller de l'avant. Mais il y a eu un déclic, en fait. Il y a eu ce 13 novembre où je me rends compte clairement que la France a fermé les yeux sur... pendant 10 mois, en fait, ils n'ont pas agi, ils n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'est passé il y a 10 mois. Et voilà, donc la colère est revenue et voilà. Et maintenant, ça... Et vous avez le sentiment qu'avant le Bataclan, qu'avant ces événements à nouveau tragiques du 13 novembre, il n'y avait pas en fond de prise de conscience. Il y a eu un choc au mois de janvier 2015 et puis après l'oubli, presque l'oubli volontaire. Exactement. Après la vie, j'ai l'impression qu'elle a repris son cours et ça s'est confirmé après le 13 novembre. Les médias ont beaucoup parlé de Charlie Hebdo. C'était les attentats de Charlie Hebdo, mais l'hypercacher était très souvent oublié et ça fait mal. Alors je dois dire que vous ne vivez plus en France, mais je dois aussi ajouter que vous n'avez pas pris cette décision après la disparition de votre père. Non. C'était avant. C'était avant, en fait, le déclic. Bon, déjà, j'aime beaucoup Israël. J'ai toujours aimé Israël. Vous vivez en Israël. Je vis en Israël, à Tel Aviv. Le déclic, il a été après l'assassinat de 3 enfants à Toulouse. À Toulouse par et de Mohamed Jonathan Merah. Sandler. Et voilà, exactement. Et là, j'ai compris que je voulais pas faire ma vie en France, que je voulais pas élever ma famille en France. Et voilà, qu'on pouvait pas être juif tranquillement, enfin qu'on ne pouvait pas être juif et vivre en France. Parce qu'à ce moment-là, vous avez eu une terrible intuition, vous avez senti, vous qui êtes si jeune, que être juif en France allait poser problème. Complètement. Et allait devenir dangereux, vous l'avez senti? J'ai eu je sais pas, je me souviendrai toujours de ce mois de mars 2012. Et là, j'ai eu un déclic et voilà, je me souviens de tout comment j'ai vécu les événements de Toulouse. Et là, voilà, j'ai eu ce déclic de penser que je partirais d'ici. Et vous en aviez parlé à votre père, à vos parents? Mon père m'a encouragée en fait. Mes parents m'ont toujours encouragée, mon frère et moi. Et mon père a senti le vent tourner après Ilan Halimi en 2006. Donc lui aussi avait cette intuition terrible. Ce qui est un peu étrange aujourd'hui et troublant, c'est que vous étiez rue Dizengoff, on en parlera tout à l'heure, quand un tueur a exécuté, comme au Bataclan, des civils, et vous avez échappé de peu vous-même à l'attentat? Tout à fait. En fait, j'étais juste en face. J'avais tout pour être sur ce trottoir-là. Et un miracle a fait que je n'y étais pas, mais j'allais traverser en fait au moment où j'ai entendu la fusillade. Je me suis retrouvée dans une pharmacie en fait. Et du coup, un Israélien m'a rattrapée en arrière pour me faire rentrer dans cette pharmacie. Mais j'entends encore les sons de cette fusillade et oui, j'étais juste à côté. Ça veut dire que cette menace physique qui pèse sur nos vies, elle est partout, y compris ici. La menace terroriste, elle est partout. C'est pas nouveau. Elle est en Europe, elle est en Australie, elle est aux États-Unis, mais elle est aussi ici, bien sûr. Et qu'avez-vous pensé à cet instant précis quand vous vous cachiez dans cette pharmacie? À mon père. C'était il y a un an pile. C'était pendant l'année. Enfin, c'était à la fin de l'année de l'assassinat de mon père. Et j'ai pensé à lui, j'ai pensé à ce qu'il a vécu et je l'ai senti avec moi. Je me disais, tout va bien Émilie, ton père il est là, tout va bien, tout va bien. Et voilà, j'ai appelé tout de suite ma mère et
Et voilà. Et est-ce que vous avez senti que quelque part là-haut, il vous protégeait? Complètement, parce que je devais vraiment y être pour le coup. J'avais tout pour y être, mais voilà, j'ai une bonne étoile. Et vous êtes là ce soir. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Est-ce que ça vous a fait du bien de parler et de libérer en quelque sorte la parole? Je voulais parler parce que j'aimerais lui rendre hommage. Je veux pas qu'on l'oublie. Je veux pas qu'on oublie Johan Cohen, Yoav Attab et Philippe Braham. Je veux pas qu'on les oublie. Et voilà, je veux qu'on continue de parler d'eux et qu'on n'oublie pas qu'ils sont morts parce que juifs. Merci beaucoup, Émilie, et bon courage. Merci beaucoup.